Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Au nom du mouvement politique citoyen, je vous souhaite la bienvenue pour cette première table ronde. Pour répondre à cette question, l'Europe est-elle le 51e État des États-Unis? Rien que de poser cette simple question couvre à la fois notre passé, mais engage aussi notre avenir. Pour répondre à cette question, merci d'accueillir Monsieur le député, monsieur le ministre. Ben oui, on respecte les usages. Monsieur Thierry Mariani. Pour débattre de ce sujet, monsieur Laurent Henninger, historien et cofondateur de notre mouvement politique citoyen. Vu le peu de temps qui nous est imparti, on va attaquer tout de suite dans le sujet avec cette petite question. Donc l'Europe, ou plus exactement l'Union européenne, est-elle de fait ou de forme le 51e État des États-Unis, créateur et grand ordonnateur de l'Union européenne? Pouvez-vous faire le constat avec une balance avantages et inconvénients? Qui démarre? Monsieur Mariani, merci. Merci. Juste une question. En exposé liminaire, on a combien de temps? Vous avez sur ce sujet 10 minutes chacun. 10 minutes chacun, d'accord. Donc ça va, puisque au Parlement européen, je vous signale, on a en général des discours d'1 minute. Tout à l'heure, j'entendais l'orateur précédent expliquer qu'on avait 1 minute. Bien, d'abord, merci de m'avoir invité. Pardon, merci de m'avoir invité. Merci à vos deux mouvements pour cette invitation. Je précise que je viens ici avec aussi des convictions qui, par moments, sur certains sujets, sont un peu différentes. Voilà. Contrairement à l'orateur suivant, moi, je suis plutôt, j'allais dire, je découvre de l'intérieur, parce que je ne me lasse jamais de découvrir les perfidies de l'institution que j'ai rejointe. Donc, je rappelle brièvement, j'ai été élu 25 ans député français et depuis, c'est mon 2e mandat au Parlement européen. Alors, est-ce qu'on est le 51e État des États-Unis? Je vous laisserai la conclusion. Moi, j'ai répertorié 8 domaines dans lesquels, de plus en plus, l'Union européenne se retrouve, non pas État des États-Unis, mais pieds et poings liés avec l'Union européenne. J'ai presque envie de dire qu'on est plus proche de Porto Rico que d'un des 50 États, puisque Porto Rico, comme vous le savez, n'a même pas le statut d'État, mais est un territoire américain quand même. Donc, il y aura des questions après, donc c'est peut-être un peu, j'allais dire, universitaire, mais j'ai essayé de canaliser mes idées, puisque je sais que le temps est compté. Première dépendance qui est évidente et qui, avec l'actualité dramatique qu'on connaît avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la première dépendance, elle est militaire et stratégique. Elle est militaire et stratégique puisque cette Union européenne se vit comme totalement dépendante de l'OTAN. J'ai coutume de dire que pour moi, l'Union européenne, le rêve de l'Union européenne du général de Gaulle est mort en 2014. Pourquoi en 2014? Au-delà des traités qui ont construit l'Union européenne, 2014, c'est l'entrée de 10 pays dans l'Union européenne, dont à part Chypre, 9 sont pieds et poings liés avec les États-Unis. Pieds et poings liés avec les États-Unis. Et alors qu'on avait jusqu'à présent ce que certains auraient appelé une vieille Europe, avec des États qui, par moments, avaient des passés conflictuels, je pense à la France et l'Allemagne, mais qui avaient réglé leurs histoires, j'allais dire, leurs problèmes avec l'histoire. Aujourd'hui, en 2014, on insère 10 États, dont 9 ont des comptes à régler avec l'histoire et dont 9, en réalité, ne se vivent que par crainte d'un retour de l'hégémonisme russe, soviétique, etc. Et donc, n'ayant aucune force militaire, du coup, ne voient pas d'autre biais que l'OTAN et les États-Unis. Quand j'étais député français, j'étais membre de la commission des affaires européennes au Parlement français et j'avais suivi le processus d'adhésion de la Lettonie.
je me souviens toujours ce qu'on me disait. Ils voulaient à l'époque, si vous vous souvenez, d'ailleurs, tous ces États, la plupart sont rentrés en même temps dans l'OTAN et dans l'Union européenne. C'était toujours dit de la même manière, on veut l'OTAN pour la sécurité, l'Union européenne pour les subventions. Voilà, c'était très clair. Et donc, première dépendance évidente, c'est la dépendance vis-à-vis de l'OTAN, avec une Europe qui n'a pas d'autonomie militaire, une sécurité qui repose uniquement sur l'OTAN, et donc structure, je ne vais pas vous le rappeler, largement dominée par les États-Unis. Et le meilleur exemple, c'est ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, où les décisions d'envoi d'armes doivent recevoir le feu vert de l'OTAN, où les utilisations de certains missiles, forcément, dépendent du vendeur qui, à 85%, est les États-Unis. Et enfin, des conséquences d'une Europe qui désormais prend ses priorités stratégiques uniquement sur les États-Unis. Exemple type, petit à petit, désormais, l'histoire de Taïwan, le problème de Taïwan est devenu un problème européen. C'est-à-dire que suite à la guerre en Ukraine, eh bien, tous les pays, notamment de l'Europe de l'Est, ont intégré Ukraine et Taïwan avec le même raisonnement si la Chine demain devait attaquer Taïwan. Je rajoute un point qui, à mon avis, est dramatique pour la France. C'est ce que je disais tout à l'heure avant la conférence, c'est qu'il faut bien mesurer que dans 2 corps d'État français et dans 2 corps d'État des autres États européens, désormais, on est totalement, j'allais dire, contaminé. Pourquoi ? Quel est le rêve de beaucoup de nos militaires ? Servir à l'OTAN. Quel est le rêve de beaucoup de nos diplomates ? Servir dans le corps diplomatique européen. D'abord, soyons honnêtes, c'est mieux, on est mieux traité. Et deuxièmement, on a beaucoup plus de moyens. Et donc forcément, quand vous regardez le parcours de militaires et de diplomates français, mais aussi portugais, suédois ou quoi que ce soit, eh bien, ces personnes-là font leur carrière dans leur état d'origine et puis de temps en temps vont faire 4 ans ou 5 ans comme ambassadeur de l'Union européenne au Kazakhstan ou responsables de tel ou tel secteur à l'OTAN et reviennent après dans leur administration d'origine, si je puis dire, excusez-moi, complètement contaminés par l'idéologie. Et donc ça, je pense que c'est bien plus important que ce que on en parle peu, mais quand je vois, par exemple, un grand militaire sur LCI, que je ne citerai pas, qui a un nom ukrainien, mais que j'ai connu commandant le premier Reich à Orange, qui nous récite le discours de l'OTAN, ça m'effraie complètement, parce que je me souviens du personnage que j'avais connu à une autre époque. Mais donc, premier point, voilà, la dépendance militaire, stratégique, et j'allais dire presque idéologique d'une partie de nos élites. Deuxièmement, j'accélère, parce que je vois que le temps tourne, la soumission aux lois extraterritoriales. C'est pour moi le plus évident. Aujourd'hui, l'Union européenne se traumatise parce que M. Musk risque de bloquer certains réseaux sociaux ou de se servir de Twitter, ou plutôt d'X, comme moyen de pression. Par contre, ça fait des années qu'on est soumis aux lois extraterritoriales américaines et personne ne trouve rien à dire. Personne ne trouvait rien à dire, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la politique étrangère européenne. Moi, je me souviens, par exemple, quand le traité a été dénoncé avec l'Iran au niveau européen, M. Borrell a dit on va mettre en place un instrument qui nous permettra de continuer les relations. Il y a eu 3 délibérations, c'est jamais allé plus loin, et finalement, on est totalement soumis, là aussi, aux décisions américaines. Je vous rappelle quand même que même quand des banques françaises font des opérations qui n'ont rien à voir avec les États-Unis, mais qui utilisent par exemple le dollar, l'amende BNP, c'était quand même 8,9 milliards pour avoir contourné les sanctions américaines. Et deuxième point aussi, sur les sanctions, n'oubliez jamais qu'en réalité, elles sont définies ensemble avec les États-Unis. C'est-à-dire que on dit on prend des sanctions, mais après, qu'est-ce qu'on met dans la liste des sanctions ? Et c'est très intéressant, il faut lire le rapport de Thibault François, je crois, à l'Assemblée nationale française, qui explique comment on va d'abord aux États-Unis, on discute de la grille des sanctions, les Américains nous disent ce qu'ils font, etc. Et ça vous amène à des aberrations. Je cite que l'exemple, par exemple, des premières sanctions prises en 2012
suite au rattachement, suite au rattachement ou à l'annexion, vous mettrez le mot que vous voulez, de l'Ukraine de la Crimée à la Russie, on avait des sanctions sur les produits agricoles français et européens, qui, comme vous le savez, sont une arme de guerre décisive. Mais par contre, le spatial n'était pas du tout dans les sanctions. Pourquoi ? Parce que les Américains en avaient besoin pour aller dans la station orbitale. Deuxième exemple aujourd'hui, vous remarquerez qu'il y a un secteur qui est quasiment absent des sanctions, c'est tout ce qui concerne l'énergie nucléaire, parce que, y compris les États-Unis, ont un besoin absolu, enfin, à 20% notamment d'uranium enrichi russe. Et donc, ce qui arrange les États-Unis, eh bien, n'est jamais dans les sanctions. Et comme par hasard, ce qui dérange l'Union européenne est toujours au premier plan dans les sanctions. Et je vois qu'on est à 8 minutes, alors j'accélère très vite. Dépendance énergétique accrue aux exportations américaines. C'est l'actualité. C'est-à-dire que c'est merveilleux, on n'est plus dépendant du gaz russe qui était propre, pas cher et abondant. On est désormais dépendant totalement, en grande partie du GLN américain, qui est beaucoup plus cher, d'où la catastrophe qu'on a dans une partie de notre énergie en Europe, puisque désormais le coût de l'énergie européen a complètement explosé par rapport à ce qu'il est aux États-Unis. Et d'autre part, l'Union européenne, qui explique jour et nuit qu'il faut produire propre, accepte de manière tout à fait enthousiaste le GNL, qui, je vous le rappelle, n'est que le gaz de schiste américain. Mais à l'époque, quand on disait gaz de schiste, c'était pas bien. Maintenant, quand on dit GNL, c'est bien, et en plus, il est américain. Quatrième point, les dominations technologiques des GAFAM, ça a été dit par l'orateur précédent, je ne vais pas alimenter de plus. L'alignement automatique, cinquième point, sur les positions diplomatiques américaines. Et enfin, sixième point, j'ai vu l'alignement sur les positions culturelles américaines. Bref, je pense qu'on n'est pas devenu le 51e État, si on me laisse 30 secondes pour conclure, après il y aura les questions, on n'est pas devenu le 51e État américain. Vous savez, avant, certains sont de la même génération que moi quand je vois dans la salle, on est finlandisé pour moi. Avant, il y avait ce qu'on appelait la finlandisation en géopolitique il y a 30 ans, c'est-à-dire que la Finlande faisait tout ce que voulait l'Union soviétique avant même qu'elle le demande, parce que la Finlande savait qu'on allait lui demander. Et en réalité, c'est exactement ce point-là. Dernier point, regardez aujourd'hui dans la Commission européenne qui contrôle 2 points clés, la politique étrangère et la défense. L'une est estonienne, 1,3% du budget. L'autre est lituanien, 1,2% du budget des ressources européennes. C'est-à-dire que défense et politique étrangère, aujourd'hui, sont contrôlées par 2 représentants de 2 États qui sont pieds et poings liés avec les États-Unis. On n'est pas le 51e État, mais j'allais dire, on est entre Porto Rico et peut-être une soumission totale, à mon avis. Voilà. Merci beaucoup. Laurent. Bon, je vais abonder dans votre sens, globalement. Même si j'ai quelques petits points de détail où je souhaiterais apporter des précisions. De toute façon, pour moi, l'Union européenne n'a jamais été un rêve, une utopie. Je pense que la France s'est créée il y a 1000 ans par refus de recréer l'Empire romain d'Occident. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé la nation France. Et que depuis 1000 ans, les descendants de ce projet, qu'on a appelé au Moyen-Âge le Saint-Empire romain germanique, les descendants, les héritiers de ce projet, rêvent de réinclure la France, et que la France est le plus grand emmerdeur de l'histoire européenne depuis 1000 ans, enfin en Europe occidentale, et qu'on commence enfin à nous le faire payer. Et c'est aussi avec des chances sérieuses de succès, hélas. Alors maintenant, effectivement, ils ont cette Europe, elle est l'héritière du Saint-Empire romain germanique, mais c'est un Saint-Empire romain germanique au très très petit pied. J'aime bien la comparaison avec Porto Rico.
J'aime moins celle avec la Finlande parce que je la trouve un peu injuste pour les Finlandais, parce que les Finlandais, d'un côté, c'est vrai qu'ils faisaient pas mal de ce que faisaient les Russes, mais pas tout. Pas tout. Ils avaient développé tout un tas de tactiques diplomatiques très hypocrites et très malines pour envoyer balader les Russes, et puis en même temps, ils maintenaient un appareil d'autodéfense militaire qui aurait donné sérieusement du fil à tordre à l'armée soviétique. Mais je pense qu'on est, puisque je parle de Rome depuis 5 minutes, on est l'équivalent de ce que l'Empire romain appelait des États clients. On est un État client. L'Union européenne est un État client de l'Empire américain. L'Empire américain que tout le monde dit complaisamment être sur le déclin, c'est fini, le règne de l'Amérique est fini, etc., etc. Je pense qu'effectivement, l'Amérique d'aujourd'hui n'est plus celle d'Eisenhower, c'est certain, mais ne vendons pas trop la bête avant de l'avoir tuée. Ils ont encore de très beaux restes, ils ont encore un appareil de répression et de destruction au niveau planétaire qui est pour l'instant imbattable, pour l'instant. Alors peut-être que dans 40 ans ça sera différent, peut-être que dans 40 ans la marine chinoise aura atteint le niveau suffisant pour espérer vaincre la marine américaine, mais il faut encore quelques décennies. Alors c'est plus un projet comme ça a pu l'être à une époque, un projet au service de l'homme et de la démocratie. C'est un projet au service d'un techno-capitalisme financier complètement inhumain. Je fais partie de ces gens qui pensent que le capitalisme a pu apporter des progrès grandioses dans l'histoire de l'humanité. Je pense que c'est plus le cas maintenant. Je pense qu'il est en train de se transformer en son contraire. Il est en train de détruire tout. C'est plus des forces productives, c'est des forces de destruction, que ce soit au niveau militaire ou autre. Les États-Unis sont encore de fait une puissance, parce que qu'est-ce que c'est qu'une puissance? C'est pas simplement une puissance militaire. Le mot puissance, c'est beaucoup plus vaste que ça. La puissance, c'est pas la même chose que le pouvoir. La puissance, c'est pas la même chose que les moyens de la puissance. La puissance, c'est être, au sens quasiment philosophique, voire métaphysique. Ils sont ceux qui disent les normes du monde. C'est eux qui font le récit du monde. Le récit du monde qu'on a tous dans notre tête, c'est un récit américain. Les normes du monde, ce sont des normes américaines. Et ça se voit dans les petits détails de la vie. À des moindres niveaux. Le modèle de clown que les enfants ont dans la tête maintenant, c'est un clown qui n'existe pas dans la tradition du cirque français. C'est un clown américain, etc., etc. C'est à tous les niveaux. On ne se rend pas compte à quel point les vins français sont de moins en moins classés en fonction des terroirs, mais en fonction des cépages. C'est dans tous les domaines que ça se passe. Je prends volontairement des exemples, des micro-exemples qui en plus sont sur des domaines complètement marginaux, bien entendu. Mais et eux, ils sont la puissance. Nous, l'Europe, on n'a plus aucune puissance. Aucune. On se préoccupe actuellement, alors qu'il y a des bouleversements mondiaux, avec la Russie, l'Ukraine, Trump, la Chine, etc., on se préoccupe de la police des poubelles et des bouchons en plastique, des nouveaux modèles de bouchons en plastique pour les bouteilles. C'est pas être puissant, ça. C'est pas être puissant. C'est minable. On est en dessous de tout. Et je vois, dans le domaine strictement militaire, les États-Unis ont imposé le nouveau chasseur, paraît-il, révolutionnaire, le F-35, à un bon nombre de pays de l'OTAN, qui l'ont acheté, mais ils l'ont non seulement acheté, mais ils ont en quelque sorte cotisé à la caisse du F-35, alors que le F-35 était encore en développement chez l'avionneur américain. Et si bien que ces pays-là, des pays européens ou autres, mais bon, surtout européens, je ne sais pas moi, le Danemark, l'Italie, etc., ils avaient tous dans leurs forces armées, dans leur budget de la défense, un budget recherche et développement.
l'intégralité de ce budget recherche et développement de ces pays a été aspirée par la recherche pour de mise au point du F-35. Donc, les Américains ont fait d'une pierre deux coups. Ils ont asséché la recherche en nouvelles technologies militaires de pas mal de pays européens. Heureusement pas la France, mais bon, de beaucoup de pays européens. Et ils ont également obligé ces pays à acheter des F-35. De fait. Et troisièmement, maintenant que le F-35 est en service dans ces armées de l'air, les F-35 ont besoin d'être... Ils ne sont pas encore totalement au point, déjà, mais il faut savoir qu'ils ont tout un tas de capteurs à bord qui, à chaque fois qu'un F-35 danois, italien, britannique prend l'air, tous ces capteurs sont branchés en direct sur le site de l'avionneur américain qui les a construits. Et le site de l'avionneur américain peut suivre chaque mission de chaque F-35 européen. Il a décollé à telle heure, de tel endroit, de tel théâtre, de tel terrain d'aviation. Il se dirige, il a pris le cap pour, je ne sais pas, dans cette direction-là, à telle altitude, il a tel et tel type d'armement à bord, etc., etc. Ils savent tout en temps réel. C'est-à-dire qu'on est vraiment... je ne sais plus à ce niveau-là, je ne sais même pas si le terme d'État client ou de Porto Rico est encore valable. C'est au-delà. C'est au-delà. Alors, bien sûr, on pourrait en rester là, mais moi je vois que même dans notre famille dite souverainiste, patriote, on se réjouit comme de l'arrivée du sauveur à cause de l'élection de Donald Trump. Mais je ne suis pas anti-Trump, hein. Je ne suis pas citoyen américain, mais si j'avais été citoyen américain, j'aurais voté pour lui. Donc la question n'est pas là. J'aurais voté pour lui, d'ailleurs, ne serait-ce que pour ne plus voir la tête de ceux d'en face. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais Trump, c'est pas un sauveur. C'est pas un sauveur. Et ce réflexe qu'ont beaucoup d'entre nous, de penser que ça va être le sauveur, qu'est-ce que Trump peut faire pour nous? Ça, je l'ai entendu, cette question, ou je l'ai lu sur les réseaux sociaux. Mais se poser la question en ces termes, c'est déjà être un soumis. C'est déjà être soumis à l'Amérique. Trump n'a pas à être un sauveur. Trump est un nationaliste américain. Il va faire ce qui est bon pour l'Amérique. Et si ce qui est bon pour l'Amérique, selon lui en tout cas, passe par distribuer des coups de pied au cul à la France, il le fera. Alors ça sera soi-disant contre Macron, oui, mais ça sera d'abord et avant tout contre le peuple français, contre la nation française, c'est-à-dire nous. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. C'est très bien qu'il ait été élu, c'est très bien que... Bon, et puis il va vaincre les woke, oui, c'est très joli. Mais enfin, vaincre un mouvement socio-idéologique de mômes rachitiques avec des cheveux bleus, tout à fait entre nous, c'est pas très glorieux. Enfin, je veux dire, militairement, c'est facile, quoi. C'est pas suffisant. Et puis il va vaincre les woke américains, mais les woke français sont toujours là. Hein. Donc, faut pas non plus. C'est bon, voilà. Bon, enfin, on verra s'il y a des questions. Merci Laurent. Donc le sujet a très vite débordé sur Donald Trump. Donc face à ce Donald Trump et son savoir-faire que l'on peut qualifier de très surprenant, de quel profit avons-nous besoin pour être de nouveau crédibles et respectés non seulement par lui, mais aussi à l'international? À titre subsidiaire, faut-il simplement du courage? D'abord, je voudrais dire quelque chose, c'est que dans le mouvement souverainiste, il y en a qui se sont réjouis. J'ai constaté, ce n'est pas une critique, je fais des constats. Je n'en ai pas en campagne électorale. Sarah Knafo s'est précipitée pour être invitée, Marion Maréchal Le Pen aussi, Marine Le Pen, non, Jordan Bardella, non. Voilà, attention,
nuance. Au Rassemblement national, je revendique une différence, c'est qu'on n'est pas, voilà, quand quelqu'un dit America first, ça veut dire vous après, quoi. Et effectivement, je suis très surpris de l'adoration de certains de mes collègues sur Trump. Ce qui est intéressant, c'est un peu le coup de pied qu'il met aux élites installées. Pour ça, on est tous contents à un moment. Mais je pense que la suite sera beaucoup plus compliquée. Et je le répète, je close cette parenthèse politicienne au Rassemblement national. Dans les mouvements dits souverainistes, on ne s'est pas du tout précipité. On a même longuement discuté. On a envoyé quelqu'un par politesse, mais ce n'est pas faire insulte de dire que Sanchez, ancien maire de Beaucaire, est peut-être pas le plus grand responsable de chez nous, même s'il est très sympathique. Parenthèse pour parenthèse, j'en profite ici, je suis un emmerdeur sur les mots, tous mes camarades le savent, je me refuse dorénavant, systématiquement, et j'emmerde tout le monde avec ça, c'est une obsession, je me refuse dorénavant à utiliser le terme d'élite. Ce ne sont pas des élites, ce sont des abrutis, ils sont bêtes, ils n'ont aucune culture, ils sont vulgaires. Ils n'ont rien à voir avec les grandes élites. Je veux dire, vous prenez des grandes élites, des princes italiens de la Renaissance, qui étaient peut-être des salopards, des assassins, qui surexploitaient leurs paysans et tout ça, oui. Mais c'était des gens qui finançaient des grands peintres. C'était des gens qui lisaient de la poésie, etc. C'était vraiment des élites, ils méritaient ce terme. Ces gens-là ne méritent plus ce terme. Ce sont des voyous, ce sont des racailles. Ils ont le même niveau culturel que les racailles du 93. Le même. Donc ce ne sont pas des élites, ce sont pas des élites, et je vais faire chier tout le monde avec ça, ce sont des oligarchies. Terme plus neutre, mais c'est simplement une oligarchie, ce n'est pas des élites. Alors, oui, non, mais bon, je partage l'analyse, mais bon, je reprenais le vocabulaire peut-être à tort communément appliqué. Voilà, le seul point positif pour moi de Trump, c'est, par exemple, je ne sais pas vous, mais tous les jours, là, depuis 5 jours, on découvre ce qu'a fait l'agence USIA. Voilà, ça, c'est remarquable. Je veux dire, c'est remarquable parce que j'avoue que dans 3 jours, on a un débat sur les ingérences étrangères en Géorgie. Quand je vois que c'est 92 millions mis par les Américains pour déstabiliser, enfin pour les élections, et que c'est les Américains eux-mêmes qui le reconnaissent, voilà, ça c'est le point positif par moment des Américains, c'est la transparence et tout. Mais revenons sur le sujet, America First, ça veut dire les autres après. Et j'ai retenu les États clients, c'est une bonne image à mon avis, parce qu'effectivement, l'Europe est un peu perdue. D'abord, l'Europe est complètement perdue parce que, si vous regardez, depuis l'intronisation de Trump le 20 janvier, il n'y a quasiment rien qui se passe. Van der Leyen est un peu comme le lapin au milieu de la route, ébloui, on ne bouge pas. Alors on a décidé, peut-être vous l'avez vu la semaine dernière, de faire désormais un grand plan qu'on a appelé la boussole stratégique. Comme d'habitude, c'est le grand plan, ça rappelle un peu les époques soviétiques, où on va être le numéro 1 mondial pour l'économie de la connaissance, etc. Ceux qui sont dans cette salle se souviennent peut-être qu'il y a 20 ans, il y avait exactement la même chose avec le programme de Lisbonne. Et puis 10 ans après, on a eu exactement la même chose. Mais la réalité, c'est que l'Europe aujourd'hui, le bilan de ces 10 dernières années, c'est qu'on est déclassé sur tout et qu'on recule sur tout. Voilà. Et donc, qu'est-ce que peut faire Trump? La seule chose positive de sûr, pour moi, c'est qu'il peut nous réveiller. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe, mine de rien, comme il n'est pas du tout prêt à être aimable avec nous, est obligé de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Après, qu'est-ce qu'on peut faire pour se reprendre. Après, il y a 2 attitudes possibles. Il y a celle de Mme van der Leyen qui a déjà dit on peut lui acheter plus de pétrole pour qu'il soit plus gentil avec nous et plus de gaz. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était même avant l'intronisation officielle le 20 janvier, en disant en quelque sorte pour l'amadouer, il faut encore acheter plus de choses aux États-Unis. Et la conférence informelle qui a eu lieu, c'était cette semaine sur les questions de défense. Une bonne partie des pays européens, leur réponse, c'était il faut acheter plus d'armes encore aux États-Unis. Pour une fois, Macron avait une position correcte qui consistait à dire nous, on veut aussi une industrie de défense européenne. Donc, je n'ai pas la réponse aujourd'hui parce que tout ça est trop tôt. Puis, quoi qu'on en dise, Trump, pour le moment, fait beaucoup de déclarations et pas mal de provocations.
Le meilleur exemple, c'est sur les déclarations sur Gaza, où c'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais je pense qu'il pose enfin le problème à une Europe, c'est est-ce qu'on décide de se soumettre complètement aux États-Unis ou est-ce qu'on décide par moment de prendre des mesures pour se défendre. Si jamais, vous avez remarqué, c'est ma conclusion, si jamais on a des tarifs douaniers supplémentaires, ce qui est probable, mais pour le moment, paradoxalement, on est la dernière roue du carrosse, puisqu'après Chine, États-Unis et Canada, Chine, Canada et Mexique, on n'a pas été touché. Mais il est évident que si jamais il y a des sanctions douanières sur l'Europe, on verra tout de suite, vous aurez le clan de ceux qui disent ne réagissons pas, vous aurez le clan de ceux qui disent réagissons, et vous aurez un troisième clan de ceux qui disent, encore plus hypocrite, portons plainte à l'OMC, ce qui revient à rejoindre le premier clan, parce qu'on sait très bien que l'OMC met 3 ans à 4 ans pour décider. Et là, ce sera révélateur. Moi, je le dis tout de suite, une fois de plus, très pessimiste, parce que je pense que depuis 2014, on n'a plus du tout les mêmes réflexes et que les petits, c'est pas péjoratif dans mes esprits, enfin, non, mais vous comprenez l'image, les petits États prennent une importance démesurée. Voilà. Et en plus, je conclus là-dessus, s'investissent au niveau politique bien plus que les grands États. Pourquoi ? Être président d'un État balte qui fait moins de 2 millions d'habitants, de Malte qui fait 400 000 ou 500 000 habitants, c'est beaucoup moins prestigieux qu'être ministre en Allemagne, en Italie, en France, etc. Ce qui fait que les petits États se surinvestissent dans l'Union européenne, le personnel politique. Voilà. Excusez-moi, être Premier ministre de l'Ukraine, Premier ministre de l'Estonie, c'est plus petit qu'être président de la région PACA. Et donc, les petits États sont surinvestis dans l'Union européenne, sont surprésents au Parlement ou dans toutes les commissions, et en réalité ont une surimportance. Et c'est ça qui m'inquiète de plus en plus, parce que les grands États, les ressortissants des grands États, à part l'Allemagne quand ça concerne les questions industrielles, s'investissent de moins en moins dans l'Union européenne. Merci. Laurent, il reste 2 minutes sur le sujet. Oui, un point. Il faut savoir aussi, sur cette question qui était rhétorique à la base de sommes-nous le 51e État, il y a eu quand même des projets aux États-Unis qui étaient très explicites, qui disaient très clairement qu'en fait, ils envisageaient, dans le cadre de ce monde nouveau qui est en train de se créer, avec la montée en puissance de pays dits de ce qu'on aurait appelé pendant la guerre froide le tiers-monde, qu'il fallait en fait créer un grand empire nord-atlantique, des 2 côtés de l'Atlantique, et dans lequel les États européens auraient quasiment le même statut qu'aux États-Unis, le Nebraska, l'Alabama, etc. Une sorte de macro-empire. C'est un projet qui a été avancé et qui a été dans l'air pas mal de temps, notamment promu par des démocrates. Bon, c'est un projet qui n'aura pas cours à l'époque sous l'ère trumpiste, c'est pas du tout le genre de la maison. Mais alors cela dit, il faut le garder à l'esprit, parce que les démocrates peuvent aussi très bien revenir demain, par ailleurs. Mais cette idée, elle existe. Et alors, c'est pas évident non plus pour les Américains, parce que le problème des Américains, c'est qu'ils sont partagés. Ils sont à la fois un empire et ils sont une nation. Et c'est difficile d'être les deux. Et ils sont obligés depuis toujours d'ailleurs, ils sont obligés de se contorsionner pour essayer d'être les deux. Voilà, mais bon, on verra. Merci. Une dernière question, mais alors très très rapide. Vous n'avez que 2 minutes chacun pour y répondre. Comment la France peut-elle s'en sortir face à l'idéologie destructrice européenne et face à l'offensive, notamment économique, de Donald Trump? Et toujours à titre subsidiaire, là je vais être un peu taquin, concernant l'Union européenne, pour s'en sortir 2 minutes. En 2 minutes,
En 2 minutes, alors moi j'ai ma théorie personnelle, c'est que je pense que l'Union européenne a commencé son déclin, qu'aucune construction dans l'histoire est éternelle. Je pense qu'on ne peut pas en sortir. Je sais que ce n'est pas du tout l'opinion majoritaire de cette salle, mais je pense qu'on ne peut pas en sortir parce qu'on n'a pas la situation économique actuelle qui nous permette d'en sortir. Quand on voit déjà que le surendettement fait qu'on paye les plus gros intérêts de tous les pays européens, on est aujourd'hui, c'est paradoxal, protégé par l'euro et indirectement la situation économique allemande. Mais je pense que l'Union européenne a commencé sa dislocation. L'URSS avait eu la guerre en Afghanistan. L'Union européenne a ce qui se passe en Ukraine, pas au niveau militaire, mais au niveau financier. Vous ne vous rendez pas compte l'endettement actuel de l'Union européenne. Il faut lire les rapports de la Cour des comptes qui sont en français. Pourquoi? Quel est le budget de l'Union européenne? Il est très faible. C'est moins de 200 milliards. Moins de 200 milliards. Mais en réalité, on a désormais toute une série d'autres, j'allais dire, opérations financières. Et surtout, quand vous voyez dans la presse qu'on donne, par exemple, 50 milliards à l'Ukraine, puis 35, cette année, c'était quasiment 100 milliards. Tout ça, c'est très peu de dons et beaucoup de prêts. Sauf que les prêts ne seront jamais remboursés. Deuxièmement, l'élargissement, la grenouille qui veut devenir plus gros que le bœuf, l'élargissement qui est programmé à l'Ukraine plus à 10 États, quand vous faites le compte Ukraine, Moldavie, Géorgie, les Balkans, l'Albanie, est techniquement impossible à digérer. Pourquoi? L'Union européenne aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, c'est 27 États, 8 qui payent, 19 qui encaissent, pour faire clé. Or, Allemagne et France réunis payent aujourd'hui plus de 40% du budget. Dans le prochain plan, c'est 42% du budget. Il y a un moment où tout ça va exploser parce que les populations vont réaliser que refuser un hôpital à Avignon, mais pour devoir le payer à Tirana, ça deviendra totalement impossible. Et donc, c'est mon dernier point. Je pense que l'Union européenne va se... Alors, peut-être que vous allez me trouver rêveur, mais je pense qu'elle va se disloquer d'elle-même parce qu'à un moment, elle ne pourra plus assurer, les nations refuseront de payer. L'Union européenne, c'est la seule structure, et je conclus vraiment par là, je suis dans le Parlement européen, si vous réfléchissez, quelle est la spécificité d'un Parlement? Dans tous les pays, c'est de voter un budget, les recettes et les dépenses. Au Parlement européen, on ne vote jamais les recettes, puisqu'on envoie, il y a un montant global qui est fixé, mais après, on envoie la note à chaque pays qui paye. On vote les dépenses. Et tout ça fait qu'à un moment, les grands États se révolteront parce qu'ils en auront marre de payer pour tout le monde. Et je pense que ça arrive. Quand on voit la montée de l'AfD, par exemple, en Allemagne, ils en ont assez aussi de payer pour toute une série d'États. Donc, en sortir impossible dans l'instant, mais par moment, on peut se dire que cette construction n'a plus d'avenir. Trop d'États, totalement dépassés, et les citoyens européens, petit à petit, s'en rendent compte. Merci. Laurent, 2 minutes à peine. Je vais aller dans votre sens. Effectivement, moi, je suis plutôt partisan d'en sortir, mais je serais tenté de penser comme vous, c'est qu'avant qu'on réussisse à s'en sortir, ils s'écrouleront d'eux-mêmes. Je me base sur les réflexions d'un monsieur qui n'était pas très politiquement correct, qui s'appelait Vladimir Lénine, et qui s'y connaissait pas mal en révolution, et qui avait dit que... Alors, il prenait comme les bolcheviks le faisaient traditionnellement dans tous les domaines, il prenait le contre-pied systématique des révolutionnaires romantiques du 19e siècle, et il leur faisait la leçon, il leur disait, mais vous savez, la révolution ne se produit pas de façon mécanique quand le peuple n'en peut plus ou crève de faim, c'est trop simple. Dans ces cas-là, dans le pire des cas, il y a une jacquerie, et c'est noyé dans le sang. Pour qu'une révolution se produise, il faut qu'il y ait 2 conditions qui soient réunies. C'est qu'effectivement, en bas, on ne puisse plus vivre comme avant, mais qu'en haut, on ne puisse plus gouverner comme avant. C'est-à-dire qu'en haut, il y a une crise totale du système qui fait que le système tombe, en quelque sorte, de lui-même. Et ça a été renforcé, à mon avis, il ne le savait pas, mais un grand historien français vivant, lui, Jean-Clément Martin, spécialiste de la Révolution française, a dit, parce que du coup il a étudié pas mal de façon en histoire comparative, il a étudié plusieurs révolutions dans l'histoire, et il dit, ce qui est très intéressant, c'est de remarquer que 9 fois sur 10, une révolution, est déclenchée paradoxalement par la contre-révolution.
c'est souvent les contre-révolutionnaires qui, pour anticiper l'arrivée d'une révolution, font la connerie en trop, par excès de zèle, qui va déclencher la révolution. C'est ce qui s'est produit en 1788-89. Et là, on peut s'attendre à quelque chose comme ça, je pense. Merci, Laurent. Juste pour terminer, donc vous allez pouvoir poser des questions. De préférence, s'il vous plaît, des questions très rapides, appelant des réponses très rapides. Il nous reste à peine 10 minutes. Bonjour à tous. Alors, je voudrais faire une petite rectification. Les États-Unis ne sont plus une grande puissance. Trump est payé aujourd'hui pour faire en sorte que les États-Unis se recentrent sur eux-mêmes. 2 mots, Orashnik, DeepSeek. DeepSeek, petite start-up de 5,5 millions de dollars qui a fait effondrer les marchés financiers de 1,5 trilliard en une journée. 2, Orashnik, c'est-à-dire plus de domination américaine sur les armes hypersoniques qui fait que la géostratégie est complètement changée. Maintenant, j'ai une question pour M. Mariani, qui me connaît très bien d'ailleurs. J'ai appelé plusieurs députés européens, et je pense qu'ils sont là pour défendre nos intérêts, parce qu'il se trouve que j'ai mis la main, au moment de l'opération ASEO russe en Ukraine, grâce à des agents du BDN, qui ont mis la main sur un document du Rand Institute qui expliquait de A à Z la façon dont ils allaient détruire l'économie européenne. J'ai donné ce document à Mme Joiron, votre collègue, et d'autres députés de Slovaquie, etc. etc. Et je leur ai expliqué comment les États-Unis allaient détruire la relation entre l'Allemagne et la Russie, qui va faire qu'à un moment donné, nos économies ne seraient plus compétitives. Donc on est obligé d'acheter du gaz GLN aux États-Unis, qui coûte 4 fois le prix. Et la question est la suivante. Comment se fait-il qu'il n'y a eu aucune réaction de la part des députés pour faire en sorte que les sanctions en regard de l'énergie qui venait de la Russie ne soient pas appliquées? Attendez, alors, bon, d'abord, très rapidement, le rapport de la Rand Foundation, il a été publié, il est connu, etc. C'est vrai qu'il est en train de se réaliser en partie. À titre personnel, je n'ai jamais voté une seule fois une sanction contre la Russie. Voilà, point final. D'abord pour une raison très simple, c'est que dans l'histoire, ça n'a jamais marché. Voilà. C'est ce que je fais remarquer. Ça n'a jamais marché. Le meilleur exemple, c'est le petit Cuba, si je puis dire, qui est toujours là avec le même gouvernement. Donc, deuxièmement, dans les sanctions, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on se fait toujours avoir par les Américains qui mettent ce qui les arrange et qui indirectement plombent l'économie européenne. Et troisièmement, je reprends l'exemple des sanctions pour la Crimée. On avait pris des sanctions contre l'agriculture russe parce qu'elle était à cette époque-là dans un état déplorable et on s'est dit on va les torcher. Résultat, c'est un peu, pour ceux qui ont des souvenirs en économie, la théorie de Litz, où c'est une sorte de protectionnisme pendant une période déterminée. Aujourd'hui, l'agriculture russe se porte très bien. Voilà, donc le problème, c'est qu'au Parlement européen, l'essentiel, tous les groupes français l'ont voté, sauf une partie du Rassemblement national. Voilà. Je m'excuse, mais Marion Maréchal, que j'aime bien, qui était avec moi en Crimée, vote toutes les sanctions. On y était ensemble d'ailleurs. Voilà, oui, mais regardez ce qu'elle vote aujourd'hui et je lui ai dit. Alors elle m'explique avec Nicolas B que c'est parce qu'ils sont dans un groupe et que les Polonais veulent et tout. Moi, j'ai jamais voté ces sanctions-là. Je vous rappelle même que j'ai même été sanctionné par le Parlement européen pour continuer à être allé en Russie. Voilà. Non, je regrette, mais c'est... Au Parlement européen, on est très minoritaire. Je reviens sur ce que j'ai dit, quoi. Les vieux États européens sont très minoritaires. Donc tous les nouveaux États votent les sanctions comme un seul homme. Et dans les anciens États, la majorité ont voté aussi les sanctions. Voilà. À titre personnel, je le répète, je me mets au défi de me trouver une seule fois où j'ai voté pour. Merci. Une autre question très rapide, s'il vous plaît. Oui, juste, vous dites on ne peut pas en sortir parce qu'on n'a pas les moyens d'en sortir au niveau économique. A-t-on moins de moyens que la Grande-Bretagne pour en sortir?
Peut-être que je me trompe, oui, d'abord parce que tout simplement, on n'a pas gardé, je vous rappelle qu'on n'a pas gardé la maîtrise de la monnaie, quoi. Donc aujourd'hui, demain, allez, on sort de l'Europe, ça veut dire on sort de l'euro en 30 secondes. Je sais très bien qu'il y en a qui expliquent que tout ira bien. Moi, je suis assez prudent parce que les catastrophes aussi, par moment, c'est un peu comme les contre-révolutionnaires qui mettent la révolution sans le vouloir, quoi. J'espère me tromper, mais je pense que sortir de l'Union européenne aujourd'hui, ça veut dire sortir de l'euro, c'est plus possible aujourd'hui compte tenu de l'état économique, financier de la France. Voilà. C'est-à-dire quand on voit déjà que tout en étant au sein de l'euro, on est le pays qui paye désormais plus de taux d'intérêt que la Grèce. Si demain on en sort, combien on paiera et comment notre économie et notre épargne s'effondrera. Voilà. Merci. Oui, une question concernant la culture américaine. Ce qui la caractérise, c'est quand même la valeur de l'argent. Je m'explique. Je suis américain, j'ai un actif qui me paraît stratégique. Je mets la main dessus par tous les moyens, y compris chantage, contrat que je vais déchirer le lendemain, quitte à faire une guerre, quitte à faire des attentats. Tout ça est connu. Trump ne changera pas la culture américaine. Et nous ne changerons pas non plus, nous, la culture américaine. Donc il faut bien en sortir de cette culture. Ce n'est pas notre culture. Donc comment fait-on? Non, pas facile. J'ai pas de recette. Il faut penser en tant que Français, il faut repenser une véritable politique de puissance de la France. C'est un énorme boulot intellectuel, un énorme boulot intellectuel qu'on n'a plus l'habitude de faire depuis très longtemps. Donc, bon. Moi, ce que je dis également, c'est que c'est une opinion qui n'engage que moi. Si on rentre dans le XXe siècle, dans le XXIe siècle, avec les paradigmes du XXe, notamment la droite et la gauche, on est mort. On est mort. Et que moi, j'ai quitté la gauche il y a très longtemps maintenant, il y a plus de 40 ans. J'ai pas envie d'y retourner. Mais j'ai pas envie non plus de rentrer dans la droite. Ça m'intéresse pas. Parce que la gauche, elle a ses tares, elle a ses boulets aux pattes, mais la droite aussi. Et si c'est pour choisir entre la peste et le choléra, non. Alors en même temps, comme dirait notre bien-aimé président, en même temps, il y a des choses dites de droite ou des choses dites de gauche qui sont intéressantes et valables. Il faut savoir les prendre. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne s'agit pas de faire un simple mélange des quelques points intéressants à droite et des quelques points intéressants à gauche. On touille, on mélange et on obtient quelque chose. Non, il y a un véritable travail de créativité, au sens quasiment artistique, à faire. Vous voyez ? Il faut inventer quelque chose de totalement nouveau. La notion d'identité, il faut la repenser. Il ne s'agit pas de vouloir l'effacer comme ce que veut la gauche ou de vouloir se crisper dessus comme le veut la droite. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut réinventer quelque chose de nouveau. Et ça, effectivement, c'est dur. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Surtout quand on doit le faire sous le feu, comme on dit en termes militaires. Vous voyez, effectuer un changement alors qu'on est en train de vous tirer dessus. C'est toute la difficulté. Alors, à partir de là, il faut effectivement réfléchir, repenser, lire énormément, s'affronter, s'engueuler éventuellement, pourquoi pas. Ça fait partie des choses, et puis ça fait partie aussi de tradition française. Et c'est bien. Et d'ailleurs, je remarque que ce n'est pas un hasard, mais Balzac disait le café parisien, c'est le Parlement du peuple. Moi, je constate depuis 20 ans à quel point on a cassé ces lieux de convivialité qui étaient les bistrots. Hein
comme on a cassé toute possibilité de discuter, y compris de discuter en s'engueulant. Pourquoi pas? Ça arrive, ça faisait partie des repas de famille traditionnels autrefois, le dimanche, avec les discussions politiques et les engueulades avec l'oncle machin qui était syndicaliste, ou au contraire l'oncle truc qui était croix de feu, je sais pas. Excusez-moi. Bon, il y a un vrai travail à faire. Bon, on essaye un petit peu à tout petit niveau dans le mouvement politique citoyen de le faire dans les commissions. Mais c'est un énorme boulot. Hein. On essaye aussi de le faire au Cercle Aristote en faisant intervenir tout un tas de gens, d'universitaires, de penseurs, d'auteurs, d'écrivains, etc., qui viennent d'horizons complètement divers, aussi bien au sens politique qu'au niveau des disciplines. Il y a une ouverture à relancer. Bon, on ne peut pas se contenter de vouloir reproduire du même à l'infini. C'est ça. Mais complètement. Bien, merci beaucoup. Je suis désolé, le temps, excusez-moi, le temps qui nous était imparti pour le débat, sans quoi on va prendre trop de retard. Et puis les débatteurs suivants, ils vont peut-être me regarder du coin de l'œil. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette première table ronde et vous pouvez rester ici pour suivre le deuxième débat sur la crise politique et institutionnelle.